Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de vous partager la discussion que j'ai eue avec Geneviève Simard, que vous connaissez peut-être pour son rôle, son titre en fait d'auteur, mais qui a un passé entrepreneurial absolument fascinant. Ça fait un moment que je suis Geneviève sur les médias sociaux, puis j'ai lu ses 2 livres, je connais un peu son histoire, mais mes recherches m'avaient pas permis de savoir c'était quoi son parcours entrepreneurial. Je savais qu'elle avait eu des entreprises par le passé, mais je savais pas dans quel domaine, c'était super flou pour moi, donc j'avais bien des questions et elle s'est ouverte. Donc, tout ce que vous ne pouvez pas trouver en ligne à propos de Geneviève et ses entreprises, ben ça va se retrouver maintenant dans le podcast parce qu'elle est allée dans le concret. Elle nous a parlé de toutes les entreprises qu'elle a eues dans sa vie. Elle nous parle de qu'est-ce que c'était, ça a été quoi les enjeux, pourquoi maintenant c'est derrière elle. Donc, il y a tout ce volet-là, mais on a aussi parlé évidemment de processus créatif étant donné que elle écrit et c'est ce qui lui permet de gagner sa vie. Puis, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de parler de développement personnel un peu tout le long de la discussion avec elle parce que c'est quelque chose qui nous unit toutes les deux. C'est une passion qu'on a en commun. Donc, ça a été vraiment intéressant. Et je vous recommande d'écouter l'entièreté du podcast. Je suis consciente que c'est un épisode plus long que d'habitude, mais c'est un bijou du début à la fin, à mon humble avis, parce que Geneviève a été très, très généreuse. Donc, bref, je vous retiens pas plus longtemps. Je sais que l'épisode est déjà assez long, donc je vous laisse écouter ça. Geneviève, bienvenue sur Une fille en business. Comment ça va? Merci. Salut Mélissa, ça va très bien, toi? Ben, ça va très bien. Très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Ça fait un petit bout que je sais qui tu es, que je te suis sur les médias sociaux, j'ai lu tes livres. Donc, pour moi, ça allait de soi que je voulais te recevoir sur le podcast pour parler, oui, de toi en tant qu'individu, mais je pense que une facette qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est vraiment le côté entrepreneur, le côté auteur, dans le sens où, bon, on sait que tu as écrit des livres, évidemment, probablement qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent qui les ont lus, mais j'ai le goût d'avoir un peu les coulisses de ce travail-là. Absolument. Donc, ça fait bien plaisir d'aborder tout ce que tu veux aborder. Yes! Donc, j'ai envie qu'on commence peut-être par la base. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, grosso modo, qui est Geneviève Simard? Alors, je suis maman de 2 enfants. Je suis célibataire toujours et encore. Je suis auteure, entrepreneur et grande passionnée de changement, de croissance. Alors, ça m'amène évidemment à travers tout ce que je fais à toujours me dépasser et évoluer. Donc, c'est pour ça que je pense que je fais beaucoup de choses. Et des fois, je suis dure à suivre. Mais toi, tu arrives à te suivre dans tout ça, non? Oui. Ben, tu vois, j'ai fait une présentation très globale. Je t'ai même pas dit concrètement ce que je faisais comme entreprise, ce que j'avais écrit comme livre. Pourquoi? Parce que c'est plus intemporel comme définition de qui je suis. Comme ça, si des gens les écoutent dans 4 ans, ben ça ne sera pas obsolète comme information. Ça va être probablement encore la base, mais les détails vont avoir changé. Oui, c'est ça, exactement. Les enfants vont avoir grandi, il y a d'autres livres qui vont s'être ajoutés, mais la base reste... Je vais peut-être avoir 8 business supplémentaires d'ici là. Qui sait, je ne me mets pas de limite. Ben, c'est parfait comme ça. C'est probablement ce qui fait aussi que tu t'épanouis dans ce que tu fais, c'est que tu décides, OK, ben aujourd'hui, on starte un autre business ou aujourd'hui, on met fin à un tel projet, puis je pense que moi, j'ai tout le temps dit, j'ai pas une entreprise, je suis une entrepreneur. Pour moi, c'est vraiment très différent dans le sens où demain matin, tu m'enlèves mon entreprise, je reste une entrepreneur puis je vais m'en partir une autre. Ouais. Ça n'enlève rien à ceux qui aiment être
chefs d'entreprise, puis qui ont une entreprise, puis que c'est ça qu'ils veulent faire toute leur vie. Mais moi, je me laisse énormément guider par mon instinct, puis je me dis, OK, je suis encore heureuse ici. Si c'est non la réponse, là, je vais aller ailleurs. Sans problème. Ça me fait penser, tu sais, on entend souvent là, des gens qui disent, il y en a qui aiment ça, starter des business, puis une fois que c'est fait, ils sont prêts à passer à autre chose. Est-ce que c'est un peu ça, toi? Ben, en fait, c'est pas tant... Avant, c'était ça. Avant, je pense que j'avais vraiment peur, en fait, d'avoir du succès avec mon entreprise. Fait que chaque fois qu'elle était en train de prendre son envol, j'étais comme, OK, ça suffit, la croissance, au revoir. Mais maintenant, j'y crois vraiment en mes capacités et tout ça. Puis, je me rends juste compte que j'aime avoir des idées. Puis, pour moi, c'est facile d'avoir des idées. Fait que c'est un peu un deuil à faire à chaque fois que j'ai une nouvelle idée sur laquelle je peux pas vraiment travailler parce que j'ai déjà des projets qui me tiennent à cœur. Mais ça a été longtemps ça, là, le start-up, c'était ça qui m'animait. Maintenant, ben, je travaille avec d'autres entreprises en coaching, ça me permet de toucher à d'autres entreprises puis d'avoir des idées que les autres peuvent faire à ma place. Puis tu vois, je pense que depuis que je suis tombée dans l'écriture, je me rends compte qu'un livre, c'est un peu comme un projet d'entreprise, mais que tu peux mener de A à Z facilement. Ouais. Pas avoir à tout refaire ta vie au complet. C'est juste, c'est un nouveau livre, c'est un nouveau projet, je l'écris, je le publie, c'est fini. Fait que je pense que ça vient vraiment combler mon côté de fille qui a tout le temps des idées dans un cadre professionnel qui est plus stable qu'avant. Disons ça comme ça. Puis d'ailleurs, c'est quoi tes premiers pas en entrepreneuriat? C'est à quel moment que c'est entré dans ta vie? Est-ce que tu as toujours su que tu avais cette fibre-là? Ah ouais. Ouais? J'avais 5 ans, là, puis j'organisais des ventes de limonade sur le bord de la rue, puis je faisais des centaines de pièces. Wow! Avec mes limonades. J'organisais des ventes de garage pour le quartier au complet quand j'avais, mettons, 11 ans. Je me rappelle qu'en 6e année, dans le fond, c'est parce qu'à l'école, j'étais vraiment bonne, puis je m'ennuyais beaucoup. Puis à la place de me laisser m'ennuyer, j'avais un prof en 6e année qui était vraiment le fun, puis qui me permettait de faire plein de projets. Puis ça, probablement, ça a changé comme le cours de ma vie par après. Mais au lieu de faire français-maths, j'ai lancé un journal dans l'école, puis j'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai dirigée. J'ai entraîné les élèves de ma classe pour mettre en scène la pièce de théâtre. Je l'ai livrée devant l'école au complet. On a fait une chorale, ce genre de trucs-là. J'ai tout le temps eu ça en dedans de moi. La fibre de faire des projets, de mener des projets, d'avoir des idées. Au cégep, à l'université, même au secondaire aussi. Au secondaire, tu sais, à la cafétéria des écoles, back in the days, tu avais le droit de manger des bonbons. Je pense que maintenant, c'est plus le cas. Mais, tu sais, les Starburst, les petits carrés avec du papier, dans le fond, moi, j'aimais vraiment ça. J'en achetais tous les vendredis. Puis, éventuellement, j'ai commencé à garder les papiers puis à me dire, je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça. Fait que je les pliais, je les roulais, je les collais, je les vernissais, puis j'en faisais des colliers. Puis un jour, à force de me voir faire ça, de me voir les porter, les gens se sont mis à manger des bonbons puis à m'apporter leurs papiers. Puis je me suis mis à vendre ces colliers-là. Ben voyons donc! Mais c'est tellement cool! Je finançais mon achat de bonbons du vendredi. C'est hot, là! J'ai tout le temps su ça. Puis éventuellement, dans la vie, j'ai écouté Freaky Friday avec Lindsay Lohan, puis sa mère, elle disait qu'elle faisait 250$ de l'heure en étant psychologue. Puis je sais pas pour quelle raison, mais ça l'a stick with me, puis à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me demander qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Je voulais juste être psychologue. Mais tu sais, clairement, on comprend que c'était pas pour les bonnes raisons. Là, je me suis dit, OK, elle fait beaucoup d'argent, ça me permettrait d'avoir mon entreprise, ma pratique privée. C'est ça que je vais faire. J'étais au secondaire, puis après, j'ai fait toute ma vie dans cette direction-là. Ça, c'est probablement une erreur. Parce qu'éventuellement, ça m'a remordu dans le derrière. Mais avant ça, j'avais vraiment la fibre, là. Puis à quel moment c'est revenu, justement? Puis à quel moment que tu as réalisé que c'était peut-être pas la bonne voie que tu étais en train de prendre? Ben, quand j'étais enceinte de mon garçon, enfin mon premier enfant, moi, j'ai des grossesses vraiment difficiles. Fait que j'ai été alitée. Puis, dans le fond, quand j'ai annoncé ma grossesse, mon employeur s'est mis à être vraiment très désagréable. Puis,
à me faire subir du harcèlement psychologique très intense. J'ai fait un stress post-traumatique, une dépression, j'avais un trouble d'anxiété généralisée avec genre attaque de panique, j'ai eu des idées suicidaires, la grosse affaire. Là. Et là, je me suis dit, plus jamais je veux travailler pour quelqu'un. Jamais. Fait que qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, les idées ont commencé à revenir. Puis je pense que je ne l'ai jamais dit à personne, mais avant de démarrer ma première entreprise officielle, qui était un café-causerie familial, dont le but était justement de briser l'isolement des nouvelles mamans que j'étais, parce que mes projets ont tout le temps été drivés, un, par la santé mentale, puis deux, par moi en tant que cliente. J'ai toujours suivi mes envies, puis j'ai toujours été ma cliente cible, si on veut. Avant ça, j'avais une entreprise de matériel de fête qui s'appelait La Fête en carton, puis c'était des boîtes d'anniversaire parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment une passion que j'avais de penser à des décors thématiques de fête. Fait que les gens pouvaient acheter le décor déjà prêt à aller monter. Puis ça, tu vois, maintenant, ça pognerait vraiment. Mais à ce moment-là, je pense pas avoir fait nécessairement les efforts nécessaires, mais tu sais, les réseaux sociaux étaient vraiment moins forts. Puis la photographie, tout ça, tu sais, on parle d'il y a 10 ans quand même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai rapidement abandonné ce projet-là au profit du café, mais si je pense encore à ce projet-là maintenant, il aurait été encore bon. Puis c'est le fun parce que c'est souvent ça mes projets. Quand j'y repense plus tard, je suis comme, hey, ce projet-là, il était encore bon. Il avait été bien fait du premier coup. Le nom était bon, le concept était bon, le visuel était bon. Tu sais, je suis comme encore fière de mes vieilles affaires. Des fois, tu retournes dans le passé et t'es comme, ouais, non, ça me fait plus ça maintenant. Wow! Ben ça, c'est vraiment hot. Puis ça veut dire aussi que si un jour l'envie te prend, tu peux reprendre un projet. C'est vrai. Déjà un peu, tu sais, je veux dire, il y a une base qui est établie déjà, donc c'est pas... Mais tu sais, en même temps, je change tellement que probablement que mes intérêts seraient différents, tu sais, rendus là. Mais la base de mes entreprises, je pense que ça fait longtemps qu'elle est bonne. Puis j'ai longtemps douté de mes capacités puis de mes compétences en me disant que je n'étais pas si bonne que ça, puis que c'est un gros syndrome de l'imposteur. Mais quand je regarde ce que je fais depuis le départ en me disant, ben Colin, c'était déjà bien. J'avais 23 ans puis c'était déjà bien. Ben, je possède mieux mes skills. Ben parce que c'est un bagage que, tu sais, même si le dossier est fermé puis que tu veux pas le réouvrir, reste que ça allait exister puis ça l'a aidé au projet suivant puis à l'autre d'après puis à l'autre d'après. C'est ce qu'on a, nos expériences nous forgent comme personne. Clairement, tout ça. Puis tu sais, ça, le café causerie, c'est le premier d'une grande suite parce qu'après ça, il y a eu énormément d'entreprises entre là puis maintenant. Ben, est-ce que tu veux nous en parler? Je suis curieuse de savoir ça parce que je vais t'avouer, bien honnêtement, que j'ai fait des recherches beaucoup. Puis là, j'essayais de voir, tu sais, je savais que tu avais eu plusieurs entreprises, mais j'ai rien trouvé concrètement de qu'est-ce que c'était. Fait que là, je suis comme curieuse de savoir si tu as envie d'aller là, évidemment. Ben oui, ça va me faire plaisir, mais je vais te dire pourquoi tu n'as rien trouvé aussi. Oui. Parce que, tu sais, je viens de te dire que j'étais fière, nanana, mais ça, c'est nouveau. Que je suis fière de moi, de ce que je fais. Je pense que ça remonte peut-être à la dernière année. Fait avant ça, j'ai vraiment énormément diminué mes accomplissements toute ma vie. Tu sais, ça fait 2 ans que mon site web personnel est fermé. Fait que je fais du coaching de bouche à oreille seulement. Tu sais, j'ai même pas d'offres affichées nulle part. Je fais juste faire mes trucs sur le side. Mais tu sais, en tout cas, ça va changer bientôt. Mais avant ça, tu sais, j'ai pas de bio décrit nulle part, j'ai pas de revue de mes accomplissements, il n'y a pas de grande nomenclature de mes entreprises qui existent sur LinkedIn. Fait que c'est pas normal que tu aies rien trouvé. Puis je vais essayer de pas d'en oublier. Mais si tu as des questions, tu me le diras. Oui. Dans le fond, il y a eu ça s'appelait le Gribouillis Café Causerie Créatif. C'était à Val-Bélair, puis ça, c'était vraiment mon projet pour me sortir de ma dépression. Fait que j'avais 24 ans, j'amenais mon enfant travailler avec moi, puis le but, c'était d'offrir un safe space pour les nouvelles mamans pour qu'elles viennent prendre un café, se déposer, qu'on ait des conversations intéressantes ensemble, qu'on offre de la formation, des ateliers, puis dès la première journée, ça a été un franc succès. Là. Genre,
honnêtement, j'ai jamais eu de journée où il y a eu personne. Ça m'est jamais arrivé de me ramasser tout seul. J'avais des clientes qui venaient à tous les jours. Ça a été vraiment une belle aventure. Par contre, éventuellement, je suis tombée enceinte de mon deuxième bébé. J'ai été allaitée 5 mois. Fait que je suis vraiment sortie de l'entreprise. Puis on dirait que là, à ce moment-là, ça a brisé le lien que j'avais avec l'entreprise. Puis j'ai perdu comme la flamme parce que j'avais plus de contact avec les gens. Puis c'est ce qui me nourrissait. J'ai démarré une entreprise de produits à travers le Gribouillis parce qu'il y avait un trou dans le marché, parce que je vendais du stock aussi de maternité-enfant, puis il n'y avait pas ce que je cherchais. Fait que je l'ai juste faite. OK. C'était des accessoires pour enfants, mais neutres. Vraiment genre unis qui fit avec tout parce que j'étais tannée des petits motifs. Puis tu sais, maintenant ça, comme je te dis, c'est la norme, là. Mais si tu remontes il y a 10 ans, quand il y avait des petits oiseaux et des petits cœurs sur tous les trucs de bébé, ben c'était super novateur. Fait que ça s'appelait Petit Tot, parce que Tot, ça veut dire petit enfant. Fait que c'est comme petit enfant. Puis éventuellement, ben là, je me suis mis à avoir un réseau de distribution canadien. J'étais comme, j'aime-tu encore ça finalement? Oh! OK. Tantôt, ça a grossi, puis là, j'aime plus ça. J'ai vendu éventuellement cette entreprise-là. À travers ça, j'ai aidé mon ex de l'époque à démarrer son entreprise de construction. Fait que je faisais plus de l'admin puis du développement des affaires à l'interne là-dessus. J'ai eu un projet de garderie à saveur entrepreneuriale. Fait que c'était une garderie privée. C'était à Shannon. C'était un 80 places. Et c'était vraiment un beau projet. Genre, vraiment un beau projet. J'ai tout aimé de ce projet-là. J'avais fait beaucoup de recherches pour identifier c'était quoi les 10 soft skills les plus communs, si on veut, chez les grands leaders, les leaders des grandes entreprises du monde, mettons. Puis, c'était des trucs plus difficiles à enseigner, comme le français, mettons. Excuse-moi, si qui veut s'en mêler, bon. Mais je me disais, au day-to-day, avec un programme qui favorise le développement de ces compétences-là. Tu sais, tu as quand même 5 ans, là, la petite enfance, c'est gros. C'est une longue période. Je suis certaine qu'on pourrait venir comme allumer la petite flamme de toutes ces disciplines-là, mettons. Fait que le projet était vraiment nice, mais il est tombé dans un changement de gouvernement. Puis là, les normes pour ouvrir une garderie, c'était avec l'avènement des maternelles 4 ans. OK. Fait que là, dans le fond, il y avait énormément d'incertitudes au niveau, tu sais, il va y en avoir des places ou il va-tu plus en avoir? Y a-tu trop de garderies? Y en a-tu pas assez? Puis, du jour au lendemain, moi, j'avais mes plans dans les mains, j'avais mon terrain d'acheter, j'avais mes démarches entamées avec le ministère le ministre de l'Enfance, tout ça. Je me rappelle pas le nom de ce ministre-là. Oh. Bref, ça. Puis là, je me disais, puis avec celui de l'environnement aussi, j'avais engendré genre peut-être presque 100 000, non, plus que ça, parce que le terrain coûtait plus cher, des centaines de milliers de dollars. J'arrive avec mes plans parce que les garderies se font tout le temps dire oui. Tout ce temps-là, là, il n'y a personne qui a jamais dit non aux garderies. J'arrive, puis ils sont comme hier, littéralement hier, la norme a changé. Puis là, je suis comme OK. Fait que dans le fond, c'est quoi la procédure pour déposer la demande? Là, ils sont genre faut juste que tu remplisses le formulaire. Puis s'il y a du besoin dans votre secteur, ensuite, il va y avoir une autre étape à faire. Je suis comme, qu'est-ce que je fais avec mes plans? Ouais, c'est ça. Mon terrain. J'ai-tu des chances comme que ça avance? Puis finalement, on a fait comme un regroupement là, de gens qui ont déposé des permis dans ce temps-là. Puis il y avait vraiment un grand blocage. Puis qu'est-ce que tu veux faire si tu n'as pas ton permis du ministère? Tu ne peux pas avancer. Fait que finalement, le projet est tombé à l'eau. On a tout vendu. On a perdu de l'argent, évidemment, dans ce projet-là. Puis après ça, je me suis séparée. Puis là, j'ai recommencé ma vie. Puis je voulais te dire qu'à travers ça, j'avais franchisé le concept du Gribouillis. Puis j'avais commencé à vendre des franchises. OK, wow! Je me disais, moi, je veux me retirer éventuellement, physiquement, mais j'aimerais que mon projet, que l'essence fasse des petits, parce que les gens me disaient « j'aimerais ça, mais c'est loin, blablabla. » J'avais des clientes qui venaient de Chicoutimi 3 fois par mois à peu près. Wow! Ouais. Okay, j'ai fait ça aussi. Qui a été une expérience rocambolesque
que je ne recommencerai pas. Ah non? Ça a été quoi comme les enjeux principaux par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que ça a été rocambolesque à ce point? Ben, tu sais, dans le fond, c'est que je pense que mes contrats étaient pas bien faits. Fait au moment où j'évaluais avec les gens la possibilité de développement, c'était encore facile de voler les idées. Ah, OK. C'était encore facile d'aller copier le concept sans venir avec moi. Puis à ce moment-là, j'avais pas nécessairement confiance en moi comme leader. Fait que ça faisait en sorte que je pense que je me dévaluais énormément dans ce que j'apportais dans le package complet. Fait que, tu sais, j'avais tendance à te donner énormément de secrets pour que tu veuilles me suivre, je pense. Puis c'est pas dans un esprit dur de manipulation, mais juste, regarde comment c'est vrai que c'est beau. Oui. Puis je me donnais pas beaucoup de crédit au niveau de l'accompagnement par moi. Mes idées ont de la valeur. Fait que c'est ça. Ça fait que je donnais énormément de stock avant que le contrat signe. Fait que les gens, c'était pas difficile de partir la même chose. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Puis à ce moment-là, encore là, tu vois, j'ai perdu de l'énergie énormément à me battre pour des gens, tu sais, qui... Si la personne a part avec ton concept, là, qu'est-ce que tu veux? Tu peux la poursuivre si tu veux, là. Ouais. Te battre pour tes opinions puis ce qui t'appartient, ta propriété intellectuelle. Tu peux aussi la laisser partir. Okay. Un vrai exemple, là, je te parle genre flou, mais j'ai un exemple très concret, c'est arrivé. Oui. Fait que dans le fond, on était avancé dans le processus. Elle avait déjà des papiers d'engagement de signer. Il y avait des clauses de confidentialité, il y avait des clauses de non-compete, il y avait tout ça. Puis elle a quand même choisi de casser le contrat puis de partir de son côté la même chose, les mêmes couleurs avec les mêmes plans d'implantation, tout, OK? Puis moi, je me suis dit, sais-tu quoi, j'ai pas l'énergie. J'avais quand même 2 jeunes bébés. Là. Oui. Puis tu sais, ma santé mentale a été encore chambranlante. Puis j'étais comme, j'ai pas l'énergie de me battre. Mais tu sais, ça m'est vraiment arrivé souvent de ne pas me battre en affaires pour ce qui m'appartient, mettons. Ouais, je comprends. Ouais, fait que là, je te dirais, j'ai appris. Ça fait plusieurs petits tests là, dans les 10 dernières années que j'ai. Puis depuis les 2 dernières années, je suis comme, j'ai assez de leçons. Là. Check-moi bien aller maintenant. Quand ça m'appartient, ça m'appartient. Là, tu choisis de te battre. Là, je choisis de me battre. Fait à ce moment-là, si j'avais à refaire le processus de franchise, peut-être je l'aurais pas refait. Je comprends. C'est un mauvais processus, mais mettons que mon application du processus, je n'étais pas prête à ça. Mm-hmm. Je suis fière, rétrospectivement, de me dire, j'ai eu quand même le guts de faire ça. Ben oui. C'était mal fait, but I still did it, tu sais. Exact. Puis je pense que, tu sais, aussi, c'est super dommage que ça soit passé de cette façon-là, mais comme on disait tantôt, ça a rentré dans ton petit baluchon, puis maintenant, c'est ce qui fait probablement que tu as le goût de te battre quand il arrive quelque chose comme ça. Ben, non, peut-être que tu seras encore passif, puis dire « Ah, ben, on laisse aller! » Ouais, tu sais, on parle souvent genre des patterns relationnels, puis tu sais, par rapport aux relations amoureuses, mais les patterns, ça affecte aussi le reste de ta vie, tes amitiés, tes relations avec ta famille, tes relations professionnelles, ce que tu endures au quotidien par rapport à toi-même et aux autres. Puis, tu sais, moi, j'avais une grosse partie de mes patterns qui étaient vraiment au niveau, tu sais, de ma valeur. En fait, je pense que la majorité des patterns, si tu creuses, c'est la valeur que tu t'octroies la cause. Mais ça affectait beaucoup mes relations amicales puis mes relations professionnelles. Parce que j'avais pas de boundaries avec personne. Tu sais, j'acceptais tout de tout le monde, puis je me faisais traiter n'importe comment, puis je continuais de donner. J'étais très people pleaser. Fait que ça, cette période de ma vie-là, quand j'y repense, je vois vraiment ça. Ben oui. Mais ça m'a aidé. Parce qu'on dirait que tu viens de me faire réaliser que c'est ça, il y a des patterns en business, puis je suis comme, hey, il y en a une couple qu'il faudrait peut-être que je vienne casser, là. Ben, je t'invite à le faire. Écoute, c'est libérateur, puis après ça, ben, la façon que tu mènes tes affaires, c'est bien différent, tu sais. Je travaille justement beaucoup ça en coaching avec parce que je fais du coaching d'affaires, mais honnêtement, c'est bien rare que c'est le day-to-day
qu'on vient toucher. Là. On vient vraiment plus toucher la façon que les gens interagissent avec leur clientèle, avec leurs produits, de se donner le droit d'exister pleinement, mettons. Oui. Fait que c'est ça. Fait que cette époque-là de ma vie, c'était beaucoup ça. C'était pas de limite, des grosses affaires d'adultes, légales, mais à 25 ans, pas de limite. Ouais. Fait que c'était tough un peu. Fait que c'est ça. Après ça, il y a eu, à travers ça, la garderie qui n'a pas fonctionné. Mais là, j'avais tous ces projets-là en même temps encore, là. OK, tout a continué d'exister, là, à ce moment-là. OK. Oui. Oui. OK, à travers ça, j'ai construit 3 maisons aussi, de A à Z avec mon ex. Ah, OK. Fait en soi, ça, c'est un peu... oui, mais en soi, ça, c'était un projet aussi, les maisons, de choisir la tête de vis que tu vas mettre. Là. C'est pas juste... puis je diminue pas les gens qui se font construire une maison puis qui ont des choix de matériaux à faire, mais tu sais, quand tu la construis en autoconstruction, tu penses à tous les détails. Quelle sorte de gyps j'achète, là. Et quelle marque de clous je prends, le prix de ça, puis ça, c'est équivalent comme produit. C'est tout, là. C'est tout. Fait que oui, tout existait encore à ce moment-là. J'avais 2 jeunes enfants, je venais de déménager aux 2 ans. J'avais toutes ces entreprises-là. Fait que forcément, tu comprends que c'est pas la recette du succès, là. C'est beaucoup. Puis c'est là, tu vois, que mon premier livre commence. En me disant, je me réveille un matin, puis je fais genre, les gens, là, tout ce que j'ai, là, ils envient beaucoup ça. Puis j'en entends des commentaires qui sont comme, on sait bien toi avec toutes tes affaires, tout va tout le temps bien. Puis je suis comme, ici, là, elle le sent pas. Elle le sent pas tout que c'est ça que j'aime. Je suis couchée dans mon salon, puis je me dis, elle est belle la maison, là. Genre, je suis très contente. Elle est tout ce que je voulais. Mais je pensais pas que ça filerait de même. Ben, c'est ça. Je me lève le matin, puis j'haïs tout. J'ai pas le goût d'être là. Ouais. Il n'y a rien qui file aligné avec où je m'en vais. T'sais, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je m'étourdis tout le temps? Je suis fatiguée, puis je me respecte pas. Puis là, c'est comme le premier signe de j'ai pas de limite avec les autres, mais j'ai même pas de limite avec moi-même. Je me respecte pas en tout. Je suis comme mon énergie, je la gaspille. Fait que là, je décide, je vends tout. Je me sépare. J'ai plus rien. Puis je me dis, tu vois, j'ai pas une entreprise, je suis une entrepreneur, je vais me réinventer. Oui. Donc là, je décide d'offrir du soutien administratif parce que je me dis, c'est ma grande force, là. Je suis capable d'être le 2e cerveau de n'importe qui. Ouais. Fait que, soyons-le. Je fais juste mettre ça sur mon Facebook. Puis, je suis suivie par du monde parce que j'ai quand même un bagage d'entrepreneur de plusieurs années. J'ai des contacts, j'ai des clients. Fait qu'en 1 semaine, je pense, j'ai 40 heures de soutien administratif à mon horaire, récurrent. Bon. Puis là, je fais ça, puis je suis comme, c'est correct, tu sais. Mais en même temps, travailler pour les autres, dans les projets des autres, c'est pas mon projet à moi. Non. Mais ça me dérange, puis tout ça. À un moment donné, on m'offre la possibilité de devenir représentante. Parce qu'une de mes clientes, elle perd sa représentante, puis elle est comme, tu serais bonne, il me semble que tu es bonne en vente. Fait que je me dis, c'est peut-être le début de nouveaux projets. C'est vrai que c'est plus personnel à moi, je fais plus mon horaire, parce que je trouvais que le soutien administratif, c'était vraiment un horaire que les gens m'imposaient. Ouais. Et moi, je ne suis pas horaire. Quand j'ai des rencontres, ça prend tout. Mettons, aujourd'hui, on se rencontre à une heure précise, là, oui. Je fais rien du reste de la journée. Parce que pour moi, mentalement, avoir une heure précise, c'est difficile. Ça me prend de l'espace. Fait que le reste de la journée, je suis plus fonctionnelle. Fait que là, je faisais 40 heures de ça. Fait que j'étais lourde. Fait que là, je commence la représentation. J'aime ça. Je me fais des contacts. Mais je fais pas ça vraiment de façon officielle. Je fais ça pas sur le site parce que c'est légitime. Là, c'est mon entreprise qui facture, blablabla. Mais je me donne pas le crédit du tout, là. J'ai pas de site, j'ai pas de carte d'affaires. Je suis comme, c'est quoi le nom de mon entreprise? C'est-tu Geneviève Simard? Je sais pas. Je suis comme pas travailleur autonome parce que j'ai tout le temps une compagnie à numéro, puis c'est ma compagnie à numéro qui est comme ma gestion, mais en même temps, tu te présentes pas en disant je suis 92-86. Fait que là, je pense à ça, puis pendant 1 an, je poursuis ça, tu sais. Puis après ça, je décide, OK, je suis une agence stratégie développement.
Fait que j'offre la représentation, qui est une stratégie de développement. J'offre la consultation, qui est une stratégie de développement. Puis j'offre aussi les communications, qui est une stratégie de développement. Fait que là, je fais ça pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Le temps passe. Là, là je suis comme, OK, j'aime ça. Là, ça genre, je le fais, j'en mange, je fais ça pendant la pandémie. Éventuellement, j'ai démarré à travers ça une entreprise d'autocollants inclusifs pour les enfants parce que j'étais représentante, je faisais des salons, je faisais des marchés, puis je voyais la conversation, puis je voyais les produits, j'étais comme, hey, les enfants, là, ils sont pas toutes la face ronde avec des gros yeux puis des petits cheveux blonds lichés. Une sirène, ça n'a pas besoin de tout le temps avoir l'air de ça. Puis là, je parle un peu avec les gens du milieu, puis ils sont comme, OK, c'est vraiment une bonne idée parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de diversité du tout. Autant ethnique que culturelle, de la diversité. Noël, mettons, là, ça se fait de plusieurs manières. Après ça, de diversité de genre, d'émotions. Un chevalier, ça n'a pas besoin d'être fort. Ce genre de conversation, ce projet-là ouvrait. Puis, on s'est dit, je l'ai fait avec Jessica, puis on s'est dit, on a envie de lancer un projet en 90 jours avec 5000 $. Tu sais, rien, là. OK. Là, on se dit, ça, c'est notre défi entrepreneurial de l'année. On lance ça, puis let's go. On a réussi, là. Puis on a fait cette compagnie-là l'année passée en se disant, là, on est appelé à faire d'autres choses. Mais on a réussi notre défi. Je t'ai pas aussi parlé à travers ça que j'ai lancé une entreprise avec une mission sociale vraiment le fun. Mais je ne vais pas en parler plus que ça parce que ça a été une entreprise en litige commercial dès son lancement. Et ça m'a coûté 2 ans de santé mentale. Donc, c'est ça. Sometimes you win, sometimes you lose, comme on dit. Oui. Je me sors là de ça. Là. OK. Alors là, ça va mieux, mais it's been a minute. Ça a été difficile. Puis tu vois, à travers cette épreuve-là, qui affectait autant ma vie professionnelle que ma vie amicale, parce que c'est un projet avec quelqu'un. OK. Ma relation avec Jessica s'est développée, ma relation amicale avec Jessica s'est développée, puis à un moment donné, on avait un projet, puis on mettait ça tout le temps en arrière de notre tête. C'était un gros projet, on se disait, c'est trop gros, tu sais. Ça se peut pas, cette affaire-là. Parce qu'on a commencé à développer plus notre relation en sachant qu'on écrivait chacun un livre. Ce projet-là qui m'est venu accidentellement sur la table en me disant, ben, mes amis me disent toujours que mes histoires de date sont drôles. Puis je pourrais écrire un livre là-dessus. Je l'ai faite. Ben oui. Puis là, à un moment donné, il a été fini. Puis j'étais comme, ben, je fais quoi avec ça? Puis là, je suis une fille de projet. Fait que je me suis dit, ben, je ne l'aurais pas écrit pour le mettre, le laisser dans mon ordi. Fait que je vais le soumettre. Puis après ça, il y a un deal de publication qui m'est revenu. J'étais comme, ben voyons, je ne suis pas un auteur, là. Je fais pas ça, écrire des livres. C'est un accident, tout ça. Finalement, à un moment donné, j'ai décidé de prendre possession de cette personnalité-là puis de m'entraîner à tous les jours à dire je suis auteur. Ouais. Genre, c'est ma personnalité. J'ai pas juste écrit des mots, j'ai pas juste écrit un livre, je suis auteur. Fait que moi puis Jess, on se challengeait beaucoup par rapport à notre vie d'auteur. Puis là, l'idée est venue de lancer une maison d'édition parce qu'on voyait comment le monde de l'édition, c'est vraiment super fermé, c'est hermétique, c'est un peu archaïque. Les lettres, la noblesse, l'art, ce genre de trucs-là. Puis on se disait, hey, il y a tellement à faire. T'sais, nous, on écrit de la romance, c'est un sous-genre littéraire, mais en même temps, c'est accessible. On peut tellement passer de messages, on peut tellement venir toucher les gens. Tu sais, t'écoutes une série Netflix, là, il y en a là, qui viennent te chercher là, droit dans le cœur, puis que tu y repenses, il y a des citations qui te reviennent en tête, il y a des messages qui sont passés de façon tellement poignante, mais à travers un divertissement accessible. Puis là, on se disait, nous, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Fait que là, on a ce projet-là sur le back burner, on a toutes les deux nos entreprises, je suis encore représentante, je fais encore du coaching, je fais encore des coms, je suis comme, hey, c'est beaucoup, là, encore, regarde qu'est-ce que je me fais encore. Puis là, il y avait le projet avec les autocollants, là, il y avait mon litige, j'ai comme, là, on va se donner une petite chance. Fait qu'on a vendu les autocollants, j'ai fermé ma business de représentation. J'ai vendu ma run, si on veut, j'ai vendu mes clients, j'ai vendu mes listes, puis j'ai décidé de fermer ça pour me concentrer sur la maison d'édition en me disant, c'est vrai que je suis une auteure maintenant. Ça fait 2 ans que je m'entraîne à dire que je suis auteure, puis c'est une bonne idée, puis on y va là-dedans. Donc ça,
le projet actuel. Je suis donc Geneviève, PDG de Les Éditions Kéros, qui est une maison d'édition de romances ainsi qu'une plateforme d'accompagnement littéraire. Puis notre objectif premier, c'est de livrer un divertissement de qualité, mais aussi de révolutionner la manière dont la littérature se consomme et se vend au Québec, au Canada, ainsi que dans la francophonie mondiale, avec toute la prétention que ça vient d'avoir. C'est ça mon objectif. Puis hier, tu vois, sur mes réseaux sociaux, j'annonçais qu'on avait vraiment une vision. Puis je vais donner la grande ligne de cette vision-là, tu sais, c'est de dire que dans tous les types d'entreprises, que ce soit novateur ou non, il y a de l'innovation qui est possible. Parce qu'actuellement, je fais beaucoup de demandes de subventions, puis je me rends compte que le premier réflexe que les gens ont, c'est de me dire « mais vous n'êtes pas dans un domaine d'innovation. T'sais, vous n'êtes pas en technologie, vous n'êtes pas en... Il n'y a rien d'innovant dans votre domaine. » Puis là où j'ai envie de détromper tout le monde, c'est de dire « c'est sûr que si on continue de faire des vieilles affaires de la même manière toute la vie, c'est pas innovant. » Mais la lecture, ça va toujours exister. Est-ce qu'on est capable de la faire d'une façon novatrice? Est-ce qu'on est capable de publier un livre papier parce que les livres papier n'arrêteront pas d'exister demain matin, là? Mais est-ce qu'on est capable de le faire de façon novatrice? Est-ce qu'on est capable d'amener un souffle différent dans un milieu qui a l'impression qu'il ne peut pas changer? Fait que c'est comme si ma prémisse qui m'habite et m'anime actuellement. Puis tu vois, ça, je pense que ça va me permettre de m'amuser dans le même projet très longtemps. Ouais, tu le vois plus à long terme que les projets par la vie. Je sache que c'est mon X, tu sais, d'enseigner aux gens que de croire en leurs rêves, c'est possible. Parce qu'il y a tellement de gens, depuis que j'écris des livres, qui viennent me voir en salon, qui m'écrivent sur mes réseaux sociaux, puis qui me disent « c'est mon rêve d'écrire un livre ». Puis mon discours, c'est que écrire un livre, c'est le rêve le plus accessible qui existe. Ça nécessite pas d'investissement monétaire. Bon, je veux pas dire que la majorité des gens sont capables de lire ou d'écrire parce qu'il y a quand même une bonne proportion de la population qui est analphabète, mais les gens qui savent écrire, qui savent lire, ils sont capables d'écrire un livre. Il suffit d'aligner des mots, il suffit d'avoir confiance que tu es capable de le faire, il suffit de commencer puis de finir. Rendu là, la majorité des gens, c'est pas publier un livre leur rêve, c'est écrire un livre. C'est un rêve super accessible. Puis avec Kéros, ben, on fait de la formation puis de l'accompagnement littéraire pour enseigner aux gens que de suivre ses rêves puis de suivre ses passions, ça se fait. Au final, tu sais, c'est beaucoup axé sur la littérature, mais c'est plus grand que ça pour moi. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Ça va au-delà au-delà. C'est vraiment au niveau, tu sais, de l'expansion de la personne puis de la croissance, puis de où tu peux aller, puis d'avoir confiance en toi, puis ma grande passion, là, la croissance. Voilà. Ben, c'est ça revient un peu à ce que tu disais au début quand tu t'es présenté, tu sais, tu parlais du fait que tu étais entrepreneur et tout, mais tu as mentionné le fait que la croissance, puis se développer. Donc, je pense que c'est probablement ce qui fait que ce projet d'entreprise-là est autant ton projet de vie, c'est que le sujet, si on veut, la littérature te passionne déjà, mais en plus, il y a la mission qui va vraiment au-delà de ça, qui te rejoint vraiment profondément. Là. Absolument. Puis je pense qu'aussi, au-delà de la mission puis du contenant de l'entreprise, c'est que à travers les mots des auteurs, à travers les livres, à travers, tu sais, on a établi un partenariat vraiment licorne avec un réseau de distribution mondial. Dès la sortie de nos livres, ils vont être disponibles dans 18 500 points de vente à travers le monde. C'est énorme. Fait qu'on se dit, si on va chercher des textes qui sont poignants puis qu'on les diffuse massivement, ben les mots des gens peuvent aussi avoir un grand impact sur les lecteurs. Fait que, tu sais, ça n'arrête jamais comme la chaîne de mots qui peut être créée par rapport à ça. Puis, tu sais, ça me ravit, là. J'ai tellement hâte à tout ça, puis je savoure chaque étape du processus parce que ça fait longtemps qu'on travaille ça dans l'ombre. Puis là, ça commence à se révéler, mais il y a encore tellement à dire puis tellement à faire. Mais moi, j'en savoure chaque minute en ce moment. C'est beau, c'est vraiment beau. Puis là, dans le fond, vous êtes, toi et Jessica qui avez parti ensemble, vous êtes que vous deux?
On est moins Jessica, c'est tout. Okay. C'est certain qu'on travaille avec une équipe actuellement. Là, on est vraiment choyés, on est très chanceuses. Puis pour nous, les membres de notre équipe sont partie intégrante de la réussite et du succès, autant au niveau de nos collaborateurs externes que de nos collaborateurs internes. Puis tu vois, tu sais, je me forme énormément sur l'obtention de la certification B Corp, qui est une certification autant pour le capital humain que l'écologie. Puis pour moi, ça va être très, très important d'avoir un département d'innovation et de développement durable à l'interne qui est implanté dès la première seconde puis qui n'arrête jamais d'être alimenté parce que, oui, les pratiques innovantes, c'est aussi les pratiques innovantes relationnelles et au niveau des employés. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis comment vous avez divisé vos rôles un peu dans l'entreprise? Est-ce que ça s'est fait super naturellement ou vous avez dû un peu vous battre, là, mais avoir des bonnes discussions, non? Non, puis tu sais, je dirais que moi puis Jess, qu'est-ce qu'on a développé à travers les années, c'est vraiment, on est comme un couple marié, mettons, on est vraiment genre des âmes sœurs, là. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma personne en elle, puis tu sais, des fois, on dit, hey, ça serait vraiment facile de se triper dessus, crime, notre vie serait vraiment hot. On pourrait sortir ensemble, puis tout, mais malheureusement, non. Mais regarde, c'est correct qu'on est mariés autrement. Oui, c'est ça. C'est ça, on se complète énormément. Tu sais, on a énormément de similitudes au noyau, mais on a aussi énormément de différences. Ça fait en sorte qu'on est capable d'être une équipe très, très, très polyvalente. Puis on a les mêmes forces, puis pas les mêmes faiblesses, je vais dire. Dans le fond, où on est capable d'exceller, l'autre est peut-être moins forte, mais elle n'a pas une ultime faiblesse. Fait que ça fait en sorte qu'on est capable de se remplacer, même si ce n'est pas notre préférence, là, on est capable de se remplacer partout. Mais naturellement, on a des grandes préférences. Fait qu'on est allé vers nos préférences. On n'est pas allé dans nos faiblesses, mettons. Non, c'est ça. On n'est pas les mêmes, on est allé dans ce qu'on est les meilleurs, mais on a beaucoup d'entrecoupements aussi dans nos tâches. Là, on brainstorm tout le temps ensemble, puis il n'y a pas vraiment de truc qui appartient juste à une, mettons. Non, je comprends. Ben, ça reste que c'est votre entreprise à toutes les deux. Donc, c'est sûr que vous êtes un peu mêlés toujours dans tous les dossiers. Mais je suis curieuse de savoir, toi, mettons, ton rôle, c'est quoi tes forces et tes préférences, justement? Ben, tu sais, moi, dans le fond, je suis justement la CEO parce que moi, l'organisation, l'administration, le développement des affaires, l'établissement de partenariats, de grandes lignes, moi, m'occuper du contenant, j'adore ça. OK. Fait que c'était comme un rôle naturel. Puis, tu sais, c'était pas genre, ben, c'est parce que je me trouve meilleure que toi ou, tu sais, ben là, tu sais, il n'y avait pas de ça. Là. J'ai déjà vécu ça, d'ailleurs. C'était comme, ben, la force naturelle, ma force naturelle, c'est ça. C'est de développer des stratégies de direction d'entreprise. Pour ça, je fais du coaching, d'ailleurs, parce que pour moi, la démarche est très facile. Tandis que Jess, elle, est naturellement CMO parce que le marketing, elle respire ça. Là. Moi, j'ai des très bonnes idées de où on s'en va puis c'est quoi le message, mais demande-moi de faire une vidéo pour l'exprimer, je suis de même. Non? Tu sais, j'ai comme l'impression d'avoir genre des mains pleines de pouces. Je suis capable, mais ça va me prendre 3 jours. Ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Puis j'ai pas de plaisir nécessairement. Moi, j'aime ça dire, c'est là qu'on s'en va, puis c'est pour ça qu'on s'en va là. Prends mon message, puis redivise-le. Avec. Puis, tu sais, j'aime ça, exemple, choisir une couverture de livre, mais j'ai moins l'intérêt à la grande réflexion de le positionnement, des éléments pour attirer l'attention. Moi, je suis plus le concept global. J'aime le titre, j'aime le message. Encore une fois, j'aime la direction qu'il prend. Moi, je suis une fille de direction, fait que tu vois, je m'occupe de ça. Et puis, j'aime aussi la structure puis l'organisation. Je suis une folle. Si tu regardes, mettons, nos dossiers, c'est rangé. Ben, il faut. C'est bien titré, c'est bien rangé, les procédures sont efficaces. Parce que notre motto, c'est work smarter, not harder. Nous, on aime ça, pas travailler. Puis j'ai aussi envie de véhiculer ce message-là à travers Keros. Puis c'est dans nos messages de médias sociaux, d'ailleurs, de
on aimerait ça casser un peu la culture du gros hustle. Là, genre, on n'a pas besoin d'être tout le temps en train de travailler pour avoir des résultats. C'est tellement vrai. Puis c'est aussi un discours que j'ai souvent autour de moi, de faire comme ça sert à quoi de travailler 80 heures semaine si tu fais l'équivalent de ce que quelqu'un serait capable de faire en 40 heures, mais en structurant différemment, en ayant une meilleure organisation. Tu travailles 80 heures semaine parce que tu es brûlé de la semaine passée que tu as travaillé 80 heures puis tu n'es plus efficace. Non, c'est ça. Des fois, le repos, c'est la plus productive des tâches de ta journée. Là. Ouais. Je me repose énormément puis tu sais, je dirais que je travaille peut-être 4 heures par jour dans une bonne semaine. Oui, mais ça devrait être la norme. Puis je dis pas ça comme dans une vision utopique de dire ça serait. Je pense que concrètement, c'est ce qu'on est capable de faire anyway. Mais du bon travail, par exemple. C'est pas genre je travaille 4 heures en solo sur Instagram. Là. C'est je travaille 4 heures puis toute mon énergie est dirigée. Je suis pas une fille qui fait du multitâche. Je suis très, très focus. Là. Fait que c'est vraiment des heures alignées. Oui. Puis je pense que si plus d'entreprises offraient ce genre de flexibilité-là à ses employés, en les éduquant, par contre, c'est important de leur apprendre à travailler comme ça, parce que c'est vraiment pas ce qui nous a été appris, mais on aurait des gens beaucoup plus heureux, là. 100%. Puis chez nous, mettons, on croit à la paye à la semaine, en disant, il y a des semaines que c'est vrai qu'on va travailler beaucoup. Mettons qu'on a 3 salons du livre qui s'en viennent, mais en même temps, on triple. Tu sais, c'est pas genre des heures qui sont faites à chercher quoi faire. C'est juste, on a plein d'idées, c'est effervescent, ça bouillonne, c'est le fun. Puis d'autres semaines qu'on a moins d'affaires à faire, ben fais pas semblant que tu travailles en ouvrant ton tiroir puis en tapotant sur ton clavier. Fais d'autres choses, là. Ouais. Lis un livre, va faire une sieste, quelque chose. Va faire du sport, sors dehors, tu sais. Fait qu'on croit beaucoup à ça. Puis, tous les employés sont invités à se choisir un projet personnel pour le trimestre qui va être exécuté sur les heures de travail. Oui, ouais, je comprends. Dans le fond, qu'est-ce que tu as envie d'amener sur la table ce mois-ci? C'est pas dans tes tâches, mais mettons que tu te dis, OK, ben moi, là, j'aimerais vraiment ça, genre, avoir une discussion sur ma passion pour la romance, genre d'époque, puis nous, on fait vraiment pas ça, puis j'aimerais ça, genre, vous faire l'exposé de pourquoi, comme c'est la best affaire qu'on devrait implanter dans l'entreprise. Ça va être mon projet pour les 3 prochains mois, genre, vous convaincre de ça. Puis, ben, parfait, ça va être payé pour le faire parce que ça te tient à cœur, puis ça peut nous apporter quelque chose. Oui, c'est ça. Au pire, toi, t'as perdu 3 mois à faire ça parce qu'on le fait pas, mais tu t'es amusé, puis c'est important pour toi. Genre, tu t'es dépassé, là. Ben oui, puis quand c'est une initiative personnelle, ben c'est sûr qu'il y a une motivation supplémentaire. Tu sais, quand c'est ton projet que tu as choisi, c'est... Puis tu travailles, mais tu as moins l'impression de travailler, là. Ben c'est ça, puis tu as l'impression d'avoir une importance différente aussi, puis c'est d'être entendu puis d'être vu, parce que dans tous les types de relations, ça reste qu'être soutenu, être vu, être entendu, c'est des besoins de base de l'être humain. Fait que tu as besoin de ça au travail aussi, là. C'est pas juste genre, ben je vais faire un travail puis j'ai une paye en échange. C'est vraiment pas ça la dynamique. Puis, by the way, c'est moi qui s'occupe aussi des employés. Tu peux voir par mon grand discours pro-relations humaines. Personnel. Fait que c'est ça. On va prendre un petit gorge d'eau ici. Un petit chat dans la gorge. Un petit chat dans la gorge, je me suis trop excitée. Fait que on a vraiment envie d'implémenter des mesures, ça revient pas, des mesures différentes. Puis ça, ben, je pense que c'est d'avoir eu plusieurs entreprises puis d'avoir eu beaucoup d'employés à gérer dans les 10 dernières années, d'avoir vu des employés dans différents contextes aussi, d'avoir eu différents contextes d'entreprise, puis au final, de tirer des grands traits de similitude entre les types de clients, les types d'entreprises, les types d'employés. Ça revient à tout le monde est un être humain, puis moi, ma grande passion, c'est l'être humain. J'étudie la psychologie depuis toute la vie. Tu sais, je te l'ai dit, je voulais être psychologue, fait que mon cursus, il était en psycho, mais au final, il est pour ça, je pense, ce cursus-là, c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que les êtres humains, c'est mon affaire préférée. Puis quand tu te mets à traiter les êtres humains comme un être humain, avec plein de petits chapeaux différents, au lieu d'essayer d'avoir des traitements spécifiques au chapeau, ben, je pense que ça réussit vraiment bien.
Ben, c'est sûr, puis je pense qu'on gagne justement à s'ouvrir davantage, puis à revisiter un peu notre façon de traiter nos relations professionnelles, parce que c'est vrai il y a même pas si longtemps, puis même dans certains milieux, c'est encore très archaïque comme façon de faire, comme façon de traiter les employés. As fuck, là, tu sais. Oui. Mon ex, dans le fond, il était capitaine de bateau. Là, puis, tu sais, dans ce milieu-là, là, j'ai été physiquement implantée dans le milieu pendant quelques temps, quelques semaines, puis j'étais comme, c'est tellement hiérarchique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a besoin d'être aussi hiérarchique? Puis je sais qu'il y a sûrement des gens qui, en tout cas, peut-être que toi, je souhaite que ton auditoire soit ouverte et tout ça, mais tu sais, qui vont avoir le goût, genre, d'être fighty là-dessus, puis de dire, la hiérarchie, ça a une vocation spécifique, évolutive, c'est pour garder l'ordre. Moi, je crois pas à ça. Car, tu sais, c'est pas ce que j'ai envie d'enseigner à personne. Mes enfants, c'est pas de même que je les élève. J'ai pas envie de vivre avec les autres comme ça. Pour moi, on est tous égaux. On apporte ce qu'on apporte. Puis... Oui. Ben, je pense que c'est ça. C'est quoi le titre? Genre, c'est pas parce que... Mettons, tu dis demain matin que t'es la reine, là. Ouais. Ben, personnellement, je te parlerais pas différemment. Aux yeux de la société, ça serait un affront. Ouais. Que vous voyez pas, que je me présente pas différemment, mais peut-être que tu aimerais ça, te faire parler juste comme une personne normale, au lieu que tout le monde garde une distance avec toi, parce que tu es comme PDG d'une très grosse entreprise, puis que les gens sont genre gênés de te dire des trucs qu'ils te diraient si tu étais juste Mélissa, mettons. Ouais. Puis tu sais, au fond, on part tous de la même base. Fait que tu sais, rendu là, c'est juste un titre que quelqu'un nous a donné, mais... Ça vaut ce que ça vaut. Là. Ben, c'est ça, parce que ça reste que probablement que cette personne-là, il est Michel, pareil. Il est juste Michel, là, des fois, là, il est juste ça. Là. Fait qu'il y a vraiment ça, tu sais. Tu vois, j'ai eu un billet, j'ai choisi un nom de genre monsieur de 65 ans pour illustrer la personne à la tête de l'entreprise. Je m'en veux d'avoir fait ça. Ouais, mais en même temps, c'est sûr qu'on parle de hiérarchie puis de système un peu plus archaïque, fait que peut-être que ça s'y prête un peu. Ouais, parfait, on va y aller comme ça. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu l'état de tous mes projets, ainsi qu'une grande conversation qui a eu beaucoup de parenthèses puis qui a divagué. Mais dans les 10 dernières années, donc, là, ça vient de faire 9 ans que j'ai été incorporée officiellement. OK. Donc, ça fait 10 ans là, que je travaille des projets. Puis c'est là que j'en suis rendue 10 ans plus tard. C'est un parcours que je savais qu'il me fascinerait, mais j'étais loin de me douter de tout ce que tu avais fait. Fait que je suis vraiment contente que tu aies plongé dans chacun de ces projets-là. C'était très en surface, là. Il y a long à dire sur chacun des trucs comme ça. Puis tu sais, j'ai gardé ça... J'ai gardé ça global parce que ça serait facile de s'étendre. Mais ouais, je fais beaucoup de choses. Puis c'est pas nécessairement une... Tu sais, il y a des gens qui sont genre, j'accomplis beaucoup de choses, c'est une grande fierté. C'est pas une fierté, puis c'est pas une fierté. Je voudrais juste apporter cette nuance-là. Je suis mon cœur, ça, c'est une fierté. Mm-hmm. Je fais confiance, ça, c'est une fierté. Je continue d'avancer, même malgré l'adversité, ça, c'est une fierté. Je me relève, puis je recommence, puis j'ai pas peur de recommencer, puis de me faire encore rentrer dedans, ça, c'est une fierté. Mais de faire beaucoup de choses, ça n'est pas une. Parce que, comme je te dis, je crois à travailler pas beaucoup pour avoir des gros résultats. Ouais. Puis c'est ça. Si suivre ton cœur, c'est d'avoir tous ces projets-là, tant mieux. Mais si ça avait été d'avoir un seul projet qui te passionne depuis le début, ça aurait été ça, puis tu aurais été autant fière. Puis ça, je pense que c'est un message vraiment, vraiment important. Là. Comme tu dis, exactement. Si j'ai l'intention de faire 1000 affaires, parfait. Mais si c'est pas ce qui me fait du bien, parfait aussi. Tu sais, j'ai pas l'impression d'être moins valide aux yeux de la société si j'ai une petite liste ou une très grande liste de trucs sur mon CV. C'est juste à la donne qu'il y en a plusieurs. Mais tu sais, là, actuellement, comme je te dis, j'ai vendu 2 entreprises l'année dernière. J'ai fermé mes opérations. Je me concentre uniquement sur Keros, sur l'écriture puis sur le coaching. Parce que pour moi, c'est tout interlié, ces choses-là. Dans le fond, j'ai l'impression de travailler une grosse affaire. Avec différentes branches. Puis différentes... Exactement, mais on va dire de différentes façons. Par différents moyens, j'aborde les mêmes affaires.
Puis j'ai un gros projet de vie là, qui se dessine, que je sens venir en moi, qui est comme une formation avec une conférence, un nouveau livre, probablement comme de l'accompagnement, mais ça va encore aller dans la même direction. Fait que pour moi, c'est pas un nouveau projet. Non, je comprends. C'est vraiment... T'es en train de créer un univers, au final, dans lequel t'ajoutes des choses. C'est vraiment trippant. Exactement. Je suis comme rendue, mettons, mon contenant, c'est Geneviève Simard. Qu'est-ce qu'elle aime? Ouais. C'est d'inspirer les gens à se choisir. Parce que c'est ça qui m'anime le plus, au final. C'est ce que je fais à tous les jours. Puis que je fais consciemment, surtout depuis que je me suis séparée, puis même dans les 2 dernières années, ça s'est vraiment été en accéléré. À force de faire des choix pour me choisir, pour m'écouter mieux, j'ai encore le goût d'en faire plus. Puis j'ai le goût que les gens fassent ça avec moi parce que c'est plus le fun de partager ce genre d'énergie-là avec d'autres. Puis à partir de ce moment-là, ben comment on partage? C'est comme un peu là que je suis rendue dans la façon que je gère mes projets. Ben puis je trouve ça full inspirant. Puis probablement que la raison pour laquelle je trouve ça inspirant et que probablement la majorité des gens qui nous écoutent vont trouver ça inspirant aussi, c'est que ça part de toi au final. C'est pas dans une mission d'être inspirante nécessairement. Non. C'est plus de faire ce qui te fait du bien pour faire du bien aux autres. Finalement. C'est ça. Puis je pense aussi que le message que les gens... Tu sais, des fois, tu vois des gens puis ils ont un bon message, mais tu te laisses pas inspirer par eux. Je pense qu'il y a le fait aussi que je suis super transparente puis authentique. Puis, tu sais, si j'échoue, j'échoue. Si je réussis, je réussis. Je vais tout te dire. Là. Tu sais, si tu me poses une question bien précise puis tu me dis « ça, t'es-tu fière? » Ben, ça se peut que ça soit non la réponse. Tu sais, puis les gens, ils sentent que parce que c'est accessible pour moi, c'est accessible pour eux, je pense. Tu sais, je suis personne de spécial. Je pars d'un endroit bien commun. J'avais un background bien commun. Je suis pas née d'une façon golden. Je suis une personne bien normale. Mais est-ce que ma vie me fait triper? Ouais. Hier soir, j'envoie un message à Jess, j'étais comme, est-ce que notre vie est nice? Genre, je l'échangerais pour rien au monde. Puis ça, c'est ça pour moi la richesse. Genre, ben oui. D'avoir la liberté de faire ce que je veux puis de m'écouter. C'est tout. Ben, je pense pour vrai que ça devrait être ça pour chacun, mais il y en a pour qui, je pense que, ben, tu sais, toi, il y a eu un processus aussi qui t'a permis d'en arriver là, fait que je pense que chacun a son petit cheminement à faire, mais des fois, d'entendre un parcours comme le tien, d'entendre un message comme le tien, ça peut aider à accélérer ce cheminement-là. Donc. Absolument. Tu vois, avec ma célibathérapie, justement, il y a mon livre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire ben ça m'a inspiré à me choisir puis à me séparer. Wow! Bon, c'est sûr que le but, c'est pas d'inspirer les gens à se séparer. C'est pas une ode à la séparation. Non. Même quand c'est ce que tu as besoin pour te retrouver, c'est parfait. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit ça m'a inspiré à me retrouver, à travailler sur moi, à aller, genre, travailler la relation que j'ai déjà, que j'aime, mais dans laquelle je me suis oubliée. Fait qu'au final, comme on a toujours dit depuis le début de cette discussion-là, ça revient à soi-même. Comment ne pas s'oublier à travers les aléas de la vie, à travers le travail, à travers les relations amicales, à travers tous les chapeaux qu'on essaie de porter. Comment pas s'oublier? Puis moi, ma technique, ça a été de dire, ben tous les chapeaux que je porte, ils partent de moi à place. Ouais. Tu sais, je porte ce chapeau-là parce que c'est à l'intérieur de moi quelque chose qui dit « fais-le ». Ouais. Il y a personne, il n'y a aucun truc de société qui dit « tu devrais avoir 2 enfants », fait que je le fais, genre. Fait que j'ai comme déconstruit l'ensemble de ce que je croyais puis de ce que je faisais pour me dire « ça porte encore de moi ». Puis il y a des trucs que j'ai gardés là, en me disant « ah ben ça, là, cette personne-là, je l'aime, ça part de moi ». Ça, cette action-là, je l'aime, ça part de moi. Ça, ce passe-temps-là, je l'aime, ça part de moi, tu sais. Fait qu'on jette pas tout. Parce que l'idée, c'est pas nécessairement de tout déconstruire parce qu'on chemine, c'est plutôt de prendre le temps d'analyser puis de voir ce qui va aux poubelles puis ce qu'on garde finalement. C'est ça, c'est juste de faire la réflexion, en fait. Oui. De pourquoi je le fais encore. Tu sais, quand tantôt, je t'ai dit que un bout de temps dans ma vie, j'aimais ça faire des fêtes. J'aimais ça des décors de fêtes. Ben, éventuellement, j'ai fini par me rendre compte que quand je faisais les fêtes, ça m'apportait pas de plaisir pour de vrai. J'aimais que ce soit beau,
Ça, j'aimais ça. J'aimais le processus de création, la réflexion. Ça, j'aimais ça. Mais à l'intérieur de moi, ça me créait énormément de stress, de performance, puis d'éco-anxiété. Parce que j'étais comme, ce que je génère comme déchet avec une seule petite fête, c'est facilement évitable. Ça n'apporte rien de plus à mes enfants. Genre, je les aime pas plus ou pas moins parce que je le fais ou je le fais pas. Ça m'apporte une pression financière. Ça coûtait genre 1000$ de décor et d'affaires de même qui allaient straight à la poubelle. Fait qu'éventuellement, je me suis dit, pourquoi je fais ça? Ah, ben parce que j'aime les choses belles. Ouais, c'est suffisant. C'est ça. Puis, tu sais, parce que ma mère, elle a tout le temps fait ça pour moi. Fait que moi, j'ai internalisé que c'était gentil. Puis c'est vrai que c'est gentil, puis c'est vrai que c'est une belle preuve d'amour, mais en même temps, je peux les aimer d'autres façons, probablement. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai arrêté de faire ça, je fais plus ça. À cette heure-là, une fête, là, on va mettre une couverte dans le salon, puis on fait un pique-nique, là. Mais en même temps, on passe un moment ensemble. C'est ça, c'est ça. Autant toi que tes enfants, je suis sûre que vous êtes aussi heureux que si tu avais fait le grand décor. Là. Absolument, parce que, tu sais, au final, je me disais, le temps que je passe à définir le décor pour eux, c'est du temps que je mets pour eux. Mais je le mets même pas avec eux. Non, c'est ça. Fait qu'au final, je vais faire une activité avec eux, puis je vais être avec eux pour de vrai. Fait que bref, c'est un peu tout ça, en fait, qui me drive dans mes business puis dans mes projets, de dire, c'est-tu pour Geneviève que je le fais? Puis si c'est oui, parfait. Ouais. C'est vraiment très inspirant, comme j'arrête pas de dire depuis tantôt, je suis comme wow, ça fait du bien cette discussion-là. Puis là, je vois le temps filer, mais je voulais quand même qu'on aborde le côté, tu sais, on a beaucoup parlé des entreprises, mais là, je veux qu'on aborde le côté auteur. Tu sais, on a parlé de tes livres brièvement un peu à travers ton parcours, mais je suis curieuse de connaître un peu comment ça se passe quand tu écris un livre? C'est quoi ton processus créatif? Mettons, je sais que le premier a été écrit, comme tu disais tantôt, un peu, pas par hasard, mais tu l'as écrit. Par accident, oui, par accident. Là, ouais, c'est ça. Mais après ça, quand le deuxième est arrivé, puis là, je sais que tu as d'autres projets, est-ce que tu as comme une façon de faire, des rituels, je sais pas. J'essaye d'être meilleure parce que, comme j'ai dit, ben, j'aime ça travailler plus intelligemment, puis que ça force moins. Fait que j'essaie de mettre de la structure. Par contre, pour moi, la structure, ça doit jamais être un cadre rigide. Fait que j'ai commencé à faire... Actuellement, je suis en train d'écrire mon 3e roman, puis je me suis donné des balises. J'essaye des affaires. J'essaie d'être plus ordonnée, d'être plus organisée, d'avoir un cadre, d'avoir un plan. Mais... est-ce que je réussis vraiment à le suivre? Pas tant que ça. Moi, je suis vraiment une personne comme... Moi, je travaille, plus je suis créative. Oui. Mais je t'ai aussi dit tantôt que j'étais une fille d'organisation et de structure. Fait que c'est 2 personnalités que j'ai arrêté d'essayer de n'en choisir une. Parce que j'ai passé ma vie à essayer de choisir. Je suis ça ou je suis ça? Parce que je suis des choses très à l'opposé une de l'autre. Puis pas dans la nuance nécessairement. Tu sais, vraiment genre ça et ça. Oui. Fait que là, toute la vie, on m'a appris que je devais faire un choix. Tu sais, tu peux pas genre être full sportif puis full intellectuel. À un moment donné, décide, là, tu sais. Ouais. Mets du temps à un ou à l'autre. Ben moi, j'ai décidé que je mettais du temps partout, tu sais. Ceci étant dit, je ne suis pas capable d'être créative et structurée en même temps. J'accepte d'être les deux, mais les deux, mettons, dans la même journée, ça ne fonctionne pas. Fait que ma stratégie, c'est que j'ai des journées pour être fonctionnelle au travail, dans mes entreprises, puis d'autres journées où je ne fais rien. Je me pogne le beigne, je fais du sport, je fais de la musique, j'écoute des séries, je lis des livres, je vais prendre... À votre service. J'écoute. Fait que série, non, merci. Fait que c'est ça. Fait que je fais n'importe quoi. Je vais bruncher avec des amis, je fais de la peinture. Dans le fond, pour moi, la créativité attire la créativité. Puis la créativité, c'est quoi? C'est n'importe quoi qui n'est pas dans le faire. Pour moi, la créativité, c'est dans le être. Fait que je dirais que ma structure d'écriture, c'est de me mettre dans la disposition d'écrire. C'est l'essence du travail, c'est ça. Puis c'est bizarre à dire parce qu'au final, je suis en train de te dire, dans le fond, moi, ma job, c'est de chiller en permanence.
Et de là, émergent des idées complètes de A à Z en 1 minute. Ouais. À un moment donné, là, je vais avoir un genre d'éclair de génie qui va me traverser. Je vais avoir un titre, une direction, les personnages, je vais avoir où je m'en vais avec ça, c'est quoi mon message, comment je le vends, à qui je le vends, j'ai tout ça. Wow. Puis l'année dernière, c'est ce qui m'est beaucoup arrivé. Cette année, je sors 7 livres. L'année dernière, j'en ai sorti 0 pour des raisons évidentes que j'ai travaillé les 7 qui sortent cette année. Fait que dans le fond, mon premier roman, c'était un accident. J'ai fait ce que je pouvais. Mon deuxième roman, j'ai fait ce que je pouvais sans vraiment me pencher sur la question de comment on écrit. Il est mieux écrit, j'avais de l'expérience. Ouais, mais je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre littéraire, ni un chef-d'œuvre en termes de projet. Mais ça serait parce que je suis exigeante quand même avec moi-même, puis aussi parce que je n'ai pas fait l'effort de le réfléchir. OK, ouais. À 100%. Est-ce que ça paraît dans ta lecture? Je pense pas. Est-ce que Non. tu te dis que c'est moins bon pour autant? Non. Mais moi, je sais qu'il est moins bien ficelé que par rapport à d'autres types de projets que je suis capable de faire. Fait que dans le fond, c'est cette réflexion-là que j'ai fait pour les projets l'année dernière, ficeler ma réflexion, me mettre dans les bonnes dispositions, puis attendre que les idées me trouvent. Puis c'est arrivé. J'ai une collection qui s'appelle Bizarre Moi qui va sortir dans les prochaines semaines chez Grune Québec, qui est dans le fond une ode à l'individualité pour les enfants. Le but de cette collection-là, qui va avoir beaucoup de tomes, c'est de dire on a tout quelque chose qui fait en sorte qu'on est bizarre. Tu sais, quand tu te fais dire à l'école « Ah, t'es bizarre », puis que les gens ils te rejettent, au final, chaque personne est pleine de bizarreries, puis c'est tes bizarreries qui te rendent fascinant. Tu sais, c'est ça qui fait que tu es intéressant. Puis être normal, ça devrait jamais être un compliment. Mais non, être comme les autres, ça veut dire que tout le monde est un caméléon. Ouais. Parce que si on y réfléchit 2 secondes, on est tous 100% différents. Mais oui. Alors, on est tous différents. On a tous plein de petits morceaux. On a des similitudes. On a plein de petits morceaux qui sont pas pareils. Puis on devrait mettre plus d'accent sur les trouver beaux. Fait que dans le fond, bizarre, moi. Dans le fond, c'est bizarre, virgule, moi, point d'interrogation. Puis ça met en lumière les drôles de quelque chose d'un personnage. Fait que les 2 premiers tomes, c'est les drôles de choix d'Anna, qui est ma fille, qui s'habille n'importe comment. Tu sais, honnêtement, cet enfant-là, tu la vois à l'école, puis tu fais comme, c'est qui l'a laissé s'habiller de même? C'est sûr, mais c'est elle qui s'habille. C'est son choix. Elle a toujours fait ses choix, puis un jour, elle avait 5 ans, puis elle m'a dit, est-ce que tu veux que je te fasse tes kits? J'ai dit non. Puis après ça, elle m'a dit, ben c'est la même chose pour moi. Ah, voilà. Elle m'a dit, moi, je me sens heureuse quand je porte ça, puis les vêtements que tu me choisis, ils me font pas me sentir heureuse. Puis j'étais comme, ben, sais-tu quoi, t'as bien raison, parce que si tu décides qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui, ça se peut que je me sente mal dans ma peau toute la journée, alors qu'un changement de chandail aurait fait la différence. Puis je veux que tu te présentes au monde d'une façon qui fait que tu te sens bien pour être toi-même. Fait que, do you. C'est parfait. Ouais. Fait que ce livre-là, dans le fond, c'est un enfant qui s'habille vraiment weird. Puis l'autre, c'est un enfant qui réfléchit à des solutions qui ne sont pas socialement acceptables. Tu sais, quelqu'un qui dérange, là, qui est tout le temps en train de te dire « Ouais, mais non, je voudrais pas faire ça comme ça. » Ça dérange. Ouais. Parce qu'il dit « Hey, il y a un cadre, là. On le suit, s'il te plaît. Là. On est pressé. Mais en même temps, c'est pas évolutif comme stratégie, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est une collection qui est pour inspirer les enfants à faire des choix que c'est eux qui font, qui réfléchissent. Probablement que ça va pas plaire à tout le monde. Mais je pense que les gens à qui ça va plaire, ça va leur plaire. Ouais, ben c'est ça j'allais dire, c'est qu'il y a c'est probablement très noir ou blanc. Là, soit t'aimes, soit tu détestes, la nuance est moins là, mais en même temps, tant mieux parce que ça laissera personne indifférent au final. Ça va parler à mes personnes. Je me dis, les gens qui me ressemblent, là, c'est sûr ça va leur parler. Ils vont se dire, enfin quelque chose qui met du pouvoir sur les enfants. Ouais. C'est parce que, exemple, chez nous, les enfants et les parents, ils ont la même voix. Moi, je suis là pour te donner un cadre pour te garder en sécurité puis en santé pour que tu grandisses bien.
Mais si tu penses que dans mon cadre, il y a des failles, tu as le droit de les adresser. Ça ne veut pas dire fais-moi une crise, ça ne veut pas dire tu me cries après. Là, il y a une façon de s'adresser. Ça, c'est tout déterminé, c'est des règles de notre famille. Mais si tu vois une faille, merci de me la dire. Puis on va en parler, puis on va peut-être ajuster, faire une modification. Fait que ça, je pense que ces livres-là vont parler à des parents qui élèvent leurs enfants comme ça, sur un pied d'égalité. Puis ça revient un peu encore à la hiérarchie dont on parlait. C'est vrai. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie familiale. Fait que c'est ça. Fait que ça m'est venu en me prenant ma douche, comme un éclair. Tchou! C'est comme ça. Ensuite, j'ai écrit 4 mini-romans cette année pour une grosse compagnie québécoise qui voulait avoir des romans. Ça va être divulgué éventuellement. Je suis très, très fière de ce projet-là, mais la ligne directrice a assez imposé aussi de façon très directe quand j'étais dans des bonnes dispositions créatives. Puis il y a mon nouveau roman qui sort justement chez Kéros, Au cœur de nos tempêtes en août, qui est un livre donc plus compliqué à écrire parce que même si mon concept et ma direction sont clairs, ben ça reste un roman. Fait que c'est beaucoup de mots. Il faut plus que je me donne. Il faut plus que j'aille une structure parce que des romans pour enfants, c'est court. Ça s'écrit quand même vite. Ouais, j'imagine. Là, ma structure est là. Ma réflexion est surtout au niveau de comment écrire un roman. Fait que je me mets dans mes bonnes dispositions d'écriture. Je sais qu'est-ce que je veux dire. Je laisse l'inspiration venir. Je médite sur l'inspiration. J'attire l'inspiration. Puis après ça, je m'assois pour écrire. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est pas bon. J'essaie de ne pas me mettre de cadre rigide à savoir, genre, OK, aujourd'hui, tu écris 1000 mots. Parce que ça vient me freiner vraiment ma créativité, là, parce que ça tombe dans la productivité, dans le faire, au lieu d'être juste dans mon inspiration. Fait que souvent, je vais faire, je suis une fan aussi des mini-habitudes. Fait que dans le fond, pour mes mini-habitudes d'écriture, il y a m'asseoir à la table de la cuisine, ouvrir mon ordinateur, relire les 3 phrases que j'ai finies avant, rajouter des mots. Des fois, l'étape d'après, c'est réécrire une phrase. Puis des fois, l'étape d'après, c'est vomir 3000 mots. Je ne sais jamais ça va être quoi. Mais pour moi, de me dire, au moins, j'ai fait l'effort de m'asseoir, d'ouvrir mon ordi, de relire. S'il y a de la créativité là, qui est prête à être exprimée, là, elle va s'exprimer seule. Ouais. Non, je la force pas. Parce que c'est ça ma structure, mettons. Ça répond bien à ta question de qu'est-ce que tu fais pour écrire un livre. Oui. Tout ce que j'ai trouvé qui fonctionne bien pour moi, j'ai des amis auteurs qui sont comme, OK, ben moi, je suis super rigoureux. Je m'assois, j'écris, je m'assois, j'écris. Moi, je suis pas capable de produire comme ça. Ça fonctionne pas avec moi. Puis quand on a un deadline à respecter, comment on jongle avec tout ça? On le sait pas encore, peut-être? Un deadline à respecter, le but, c'est de faire le plus de pauses possible. Puis là, tu vois, c'est là que mon cerveau, il veut entrer en confrontation constante avec mon plan, OK? Parce que dans le fond, là, j'ai un deadline. C'est la fin du mois, OK? Il me reste énormément de mots à écrire. Fait que là, actuellement, je travaille sur mon état d'esprit, mon mindset à me dire, j'ai le droit de prendre des pauses, je ne suis pas obligée de faire ça tous les jours, je peux me reposer, je garde mes bonnes dispositions créatives et je vais quand même respecter mon délai. Ça, c'est des choses qui existent, qui coexistent, mais dans notre mentalité de société, ça serait comme, il faut que je produise get shit done, à tous les jours, si j'écris pas, genre, je suis en retard. Mais genre, je refuse de voir ça comme ça. Fait que là, en ce moment, je travaille sur refuser de voir ça comme ça, puis me dire, regarde, je sais que je suis capable d'écrire 10 000 mots en 48 heures. Ça existe des périodes comme ça. Fait que je les appelle. Ouais. Mais il y a une structure de travail quand même assez ésotérique, j'en conviens, là, genre il y a beaucoup de gens qui vont jamais relate à ça, mais je sais que pour moi, ça fonctionne très bien parce que je crois à ces choses-là, puis je vais réussir mon deadline, je suis comme même pas stressée. Probablement aussi que tu as des expériences passées qui t'ont prouvé que tu étais capable. Fait que, tu sais, quand on a tout le temps un retour positif suite à des expériences,
on gagne confiance, là. Absolument. J'ai aussi plein d'expériences qui m'ont prouvé que j'avais tort, par contre. Ah, bon. On essaie de les oublier à ce moment-là. On essaie de les oublier. On travaille sur garder en tête celles qui m'ont confirmé que j'étais capable. Mais en effet, quand on a des deadlines, puis je suis une très bonne procrastineuse. Très bonne. Très bonne. Tu sais, en fait, je suis une grande perfectionniste là, dans mon corps, ce que j'essaie de déconstruire depuis des années. Puis le perfectionnisme, la procrastination, c'est la même chose. Le perfectionnisme, c'est la procrastination déguisée, justifiée, glorifiée. C'est pas plus compliqué que ça. C'est de dire, je le fais pas parce que je veux que ça soit parfait. Je le fais pas parce que j'ai pas tous les outils encore pour le faire. Tu sais, les gens qui procrastinent puis qui font juste procrastiner, c'est une chose, mais les pires, c'est ceux-là. C'est ceux qui ont les excuses pour le faire. Parce que les excuses de la perfection, c'est la pire. Jamais on va atteindre la perfection. Jamais. Mais non. Fait que, comment on se convainc de ça, justement? Comment on arrive à lâcher prise sur cette perfection-là? Je pense que c'est à force d'étudier, tu sais, des lois comme mettons la loi de Pareto, c'est le 80-20, de se dire 20% de mes efforts peuvent faire 80% du résultat. Really? Est-ce que 80% c'est good enough? Je peux partir avec un 80% puis travailler là-dessus après. Parce que est-ce que de viser 100% dès le départ, c'est réaliste? Non. Mais non. Est-ce que je peux penser que je vais savoir quelque chose, être le meilleur si je me pratique jamais? Non. Est-ce que je peux avoir 98% dès le départ? Ben, c'est un long shot quand même. Fait avec quoi je suis à l'aise? Dans le fond, c'est pas de settle pour less, mettons. C'est de dire c'est quoi qui est good enough. Puis pour moi, 80%, c'est assez bon. Moi, je sais que genre une personne qui se demande du 95 en permanence, OK? Mais ma nouvelle prémisse, c'est commence à 80, ça se peut que tu te surprennes en chemin. Ça se peut que tu sois meilleur que tu penses. Ça se peut que ton good enough de 80, j'y vais pour 80 et ça soit 90. Mais je te demande pas 90, je te demande 80. C'est ça. Tu es capable de produire 80 avec 20% de ton énergie. Il va te rester 80% de ton énergie pour produire un autre petit 20. Tu vas jamais utiliser 80% de ton énergie pour produire le 20 d'après parce que tu vas dire c'est un non-sens. Exact. Je me brûlerais pour des grenailles. Peut-être que ça veut dire parfait, ben je prends 20% de plus puis je me rends où ce que ça me rend. Puis après ça, j'accepte que c'est ma destination finale. 92. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui n'a rien fait puis quelqu'un qui est à 92? Puis probablement aussi que ton 92, toi, tu le perçois comme un 92, mais moi, je vais le recevoir comme un 100. Peut-être que tu vas le recevoir comme un 40, mais en même temps, tant que moi, je le perçois comme 92, je suis heureuse, tu sais. Puis est-ce que ça m'a pris, si je vais 100 avec 100% de mon énergie versus si j'atteins 90 avec 50% de mon énergie, j'estime que je suis gagnante. Fait qu'à partir du moment où je me suis mis à faire de la mathématique comme ça, puis à me dire, j'essaye de quoi pour de vrai, avec un petit peu de gaz, puis je vois où ça tombe, puis c'est correct. Puis j'ai le droit de le modifier après aussi, là. C'est pas genre ta note initiale, c'est la note pour la vie, là. C'est vrai. Elle a le droit de se modifier après, ça a le droit de se bonifier, s'améliorer. Quand tu fais une recette, mettons, là, tu t'empêches pas de te faire à manger parce que tu pourrais brûler ton poulet. Et finalement, ben, des fois, ça se peut que tu l'ailles brûler puis tu vas le manger pareil puis t'es comme, ben, ça m'a nourri. Puis le riz était bon, puis les accompagnements à côté étaient bons. Bon, t'as pas tout raté, là. C'est pas genre soit je rate tout, soit je réussis tout. C'est pas ça, ça n'existe pas. Cette dichotomie-là, non, elle n'existe pas. Fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte que j'ai arrêté de procrastiner. Mais j'ai quand même une tendance naturelle que je combats. Comme si j'ai un deadline, je vais pas prendre d'avance. J'ai besoin du petit kick. OK. J'ai quand même besoin d'être challengée. Puis je pense que ça relève un peu plus d'avoir besoin d'une direction puis d'un plan clair. Parce que d'avoir pas de deadline, ça fait en sorte que ton plan, il est mou. C'est comme si je te dis, si tu me dis, OK, ben dans le fond, moi, là, j'aimerais ça faire 500 000 l'année prochaine.
Puis je suis comme, OK, parfait. L'année prochaine, c'est ton deadline, mais tu sais, ton plan, il est full flou, là. Au lieu de te dire, ben parfait, dans ce mois-là, je veux 6 nouveaux clients. Je veux telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ou juste de dire, même, j'aimerais atteindre 500 000 de chiffre d'affaires. Quand? Ouais, c'est ça. Quand? Ça va arriver quand? Fait que le deadline vient comme donner un certain torque là, à la requête que tu fais. Fait que ça fait en sorte que tes actions peuvent s'aligner davantage. Ouais, je comprends. Mais pour moi, d'avoir un deadline, c'est quand même stressant. Ouais. Au niveau de la créativité. Fait que là, je combats mon deadline mental en me disant, je suis capable de le faire, que j'aille le deadline ou que je l'aille pas. C'est ça, le deadline, c'est vraiment juste un guide, comme tu dis. C'est ça. C'est juste, ben, il faut qu'à un moment donné, il se fasse imprimer ce livre-là. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis là, à place de me dire, à mon 2e livre, le deadline, là, ça a vraiment été un grand coup sur ma santé mentale parce que je me mettais énormément de pression de performance. Puis là, le deadline, je suis plus dans l'excitation. Ah, wow! Comme ça que je le vis parce que je me dis, quand je vais avoir réussi à finir, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont me lire. Ça veut dire que mon livre, il va porter son message aux autres. Ça veut dire que je vais pouvoir le tenir dans mes mains. J'essaie de me faire plus, de me hyper là, sur ce que ça va m'apporter, dans le fond. Ouais, ben puis tu sais, t'as une idée aussi de c'est quoi la suite. Une fois que c'est terminé, tu sais, probablement qu'au début, t'étais comme, bah, c'est écrit, je sais pas à quoi m'attendre. Puis là, maintenant, tu le sais un peu plus. Fait que c'est... Ouais. Tu le sais que c'est juste le commencement aussi d'une nouvelle partie qui est vraiment ton livre vit par lui-même maintenant. C'est excitant, là. Mais tu sais, c'est ça. C'est que j'ai arrêté. Tout le début de l'année, je me battais parce que dans le fond, j'avais 5 livres à finir. C'est beaucoup. Puis je me battais en me disant, si tu respectes pas tes deadlines, tu vas avoir telle conséquence. Puis à place, là, depuis 1 mois, je suis plus dans justement, si tu respectes tes délais, il va y avoir telle récompense. Ça va être super positif. Fait que je suis comme un petit genre de... J'arrête pas de dire que je vais partir un podcast, là, parce que je suis comme un rat de laboratoire, là. C'est mon propre laboratoire. C'est trippant, ça, parce que, tu sais, ça te permet justement d'évoluer. Puis en même temps, ben, ça... Tu sais, tantôt, on parlait de ta mission qui est vraiment de te faire du bien et de faire du bien aux autres par ricochet, si on veut. Ben, c'est une de ces façons-là. Oui, ben puis c'est ça. Puis c'est exemple, mettons, en coaching, je donne des devoirs à mes clients, puis ils sont comme, c'est bizarre ton devoir. Ben, essaye-le. Fais juste l'essayer. Hier soir, je parlais de travail avec Juliette, qui est comme mon bras droit. Puis elle était comme, je sais pas, je fais le moins un peu. Puis je dis, OK, parfait, ben je te demanderais de te lever debout, puis de danser dans tous les sens. Comme tes bras, tes jambes, ils doivent faire le plus grand mouvement que tu as jamais fait avec. Puis tu vas faire ça sur, tu sais, rythmé, là. 1 minute. Puis là, t'es comme, c'est bizarre comme exercice. Qui m'a fait là? Voir qu'est-ce que ça va te faire. Veux-tu que je te dise ce que ça va te faire si tu l'essaies? Dans le fond, c'est que c'est un exercice de rééquilibration du système nerveux. Pour te remettre en mode parasympathique pour revenir à l'homéostase. Dans le fond, c'est un anti-freeze parce que souvent, les gens vont vivre la procrastination. D'ailleurs, c'est souvent un état de freeze parce que la procrastination vient d'avoir une charge de travail que tu perçois comme trop élevée, d'avoir des implications que tu perçois comme dangereuses, comme le succès ou l'échec. Fait que là, ça te met en mode freeze parce que ton cerveau a dit danger. Oui. De danser, ça te sort de ton freeze. Ben là, mon Dieu, je garde ça dans ma poche. On devrait apprendre ça à l'école. Honnêtement, moi, là, un jour, je vais en écrire un livre, c'est sûr, puis je vais enseigner ça à tout le monde. J'enseigne ça à mes enfants, puis ils sont comme, c'est vraiment... Ça prend 1 minute par jour. Mettons, OK, je vais dire simple, là. Je me suis fait une routine de self-care du système nerveux, OK? À chaque jour, je fais 5 minutes de petits exercices spécifiquement, scientifiquement prouvés pour venir réactiver ton système nerveux parasympathique, celui qui est responsable, donc, d'un état d'équilibre. À chaque jour, 5 minutes de ça pour m'assurer que si j'ai été triggered sans m'en rendre compte, que mon corps n'a pas une menace comme qui est en train d'essayer de me protéger d'eux. Parce que des fois, tu t'en rends pas compte. En fait, c'est ça. L'enjeu, c'est que tu t'en rends pas compte, tu le sais pas, fait que tu peux pas prendre les actions en considérant que c'est arrivé, tu sais. Non, c'est ça.
À chaque jour, si je fais 5 minutes, c'est de la protection, c'est de la prévention. C'est comme un anti-freeze quotidien, genre. C'est tellement... je trouve ça tellement fascinant. Je verrai des petites vidéos tantôt si tu veux l'essayer, là, si tu as le goût de moi qui danse. Hey, j'aimerais tellement ça. C'est sûr que je vais adopter ça. Puis c'est vraiment intéressant, comme je te dis, au niveau de la procrastination, parce que ça l'aide énormément à se remettre en action. Puis avec mes clientes, ce que je remarque souvent, c'est que dans des périodes, justement, de grande charge mentale, souvent, en plus, en tant que femme entrepreneur, on va accumuler de la charge mentale personnelle et professionnelle. Fait que ça va être une charge mentale qui est vraiment intense. Ouais. Puis, quand la charge mentale devient trop lourde, ben justement, ils se mettent en freeze rapidement. Puis là, ils sont comme, OK, mais là, j'ai des deadlines, ma nouvelle collection, elle sort bientôt, ma conférence, c'est là, j'ai rien fait. Puis là, ils sont juste comme, il y a des choses qui s'accumulent, puis je suis plus capable de rien faire, j'ai pris du retard dans mon lavage, j'ai plus le goût de faire les lunchs. Puis là, tu vois, ça, c'est des symptômes vraiment typiques d'être en état de freeze. Fait que là, après ça, on travaille à implanter une petite routine pour le système nerveux, puis après ça, ça revient tout seul. Là. Genre, ça peut être aussi bien qu'un matin, tu te lèves, puis t'es plus comme ça. Tu sais, c'est tellement... Comme tu dis, c'est des choses qui devraient être enseignées justement à l'école, puis... Genre en maternelle. Mais oui, c'est ça. Ça semble être tellement la base, mais on n'est pas outillé, là. On n'est pas outillé, puis tu sais, quand tu y penses, ça revient encore, tu vois, tout est dans tout, là. C'est nous-mêmes, les patterns, parce que, tu sais, un pattern, souvent, ça va être toi qui est activé par une ancienne expérience. Mm-hmm. Fait que tu vas reproduire ton pattern souvent parce que tu es pogné dans un mode de fight or flight. Ouais. Il y a aussi freeze or fawn, il y en a 4, là, dépendamment de comment toi tu agis dans la vie. Fait que quand tes mécanismes de défense sont activés, ben, tu répètes les mêmes schémas. Fait que tu répètes ce que tu connais, tu répètes de ne pas avoir de boundaries en business, tu répètes d'accepter des clients qui ne te payent pas bien, tu répètes ce genre de trucs-là, tu sais. Ouais. Fait que quand tu peux casser ça, ben, tu fais des choix différents. Ben oui, puis c'est game changer, là, je veux dire. À tous les niveaux de toute ta vie, puis c'est des acquis, en fait, qui se propagent partout, là. Puis ça part encore là de nous. Ben oui! Tu sais, ça boucle parfaitement la boucle parce que c'est, je crois, le message qu'on a le plus répété aujourd'hui, mais c'est aussi le message le plus important comme en général. Comme... C'est ça. Fait que tout part de nous. Oui. Puis à partir du moment où tu es capable de prendre soin de toi, puis d'écouter qu'est-ce que toi tu veux, je pense qu'il se passe des grandes choses. Bien, certainement. Certainement. Puis d'ailleurs, je suis curieuse de savoir les grandes choses qui s'en viennent pour toi prochainement. Ben, les grandes choses qui s'en viennent, ça va être la sortie de tous mes livres cette année. Le lancement officiel de la maison d'édition en juin. Okay. Puis de nos 3 premiers livres, autant au Canada que dans le reste du monde d'ici la fin de l'année. Ça va être beaucoup de salons du livre parce que j'ai pas fait de salon du livre l'année dernière et j'ai très hâte parce que j'adore faire des salons, rencontrer les gens. Également, je commence une chronique à la radio qui parle d'amour et de dating, mais encore là, dans une optique vraiment de se choisir puis de dater de façon intentionnelle, alignée avec nous-mêmes. Fait encore là, tu sais, tous mes messages se répètent. J'aimerais également commencer le projet personnel dont je t'ai parlé tantôt, qui m'anime beaucoup cet été. Donc ça va vraiment être un accompagnement personnel pour les gens personnels. Mais tu sais, en général, tout ce que j'ai en branle actuellement, c'est ça qui s'en vient déjà. Il n'y aura pas tant de nouveautés, là, de trucs qui sortent de nulle part, je pense, à moins que la vie m'envoie des très belles opportunités puis que je ne puisse pas les accepter. Mais c'est très dirigé vers le message, encore là, de tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Fait que je continue là-dedans. Je me laisse porter des livres, de l'inspiration pour moi comme pour les autres. Apprendre aussi, dans le fond, cette année, je veux finir 2 cours que j'ai commencé l'an dernier. Dans le fond, je suis dans une année où on ferme des portes pour voir si les portes qu'on ferme nous amènent de nouvelles portes qu'on aime. À un moment donné, il faut faire de l'espace. Ouais. Je déménage
dans cette optique-là aussi, je déménage, je change d'habitation. Donc, c'est littéralement une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Ça va être un nouveau départ. J'ai bien hâte. Fait que je suis comme... autant, tu m'aurais demandé ça il y a 2 semaines, je n'étais pas dans ce mode-là. Ah non, hein? 2 semaines plus tard, justement parce que j'ai appliqué ma technique de santé du système nerveux là, rigoureusement, ce qui, d'ailleurs, est ce que je veux mettre en place cet été. Là. Ça a rapport avec ça. Ouais. Là, je suis sortie de mon état de torpeur. Je suis comme, la vie a tellement de belles affaires à m'apporter prochainement que là, je suis dans un mode de j'en profite, j'y goûte, je le savoure. Chaque jour est le fun. Chaque jour m'amène à l'étape d'après. Quand c'est plus tranquille, j'en profite pour me reposer. Quand c'est plus animé, j'en profite pour avoir du fun. Ben, c'est tellement important. Puis c'est tout. C'est tout, mais c'est tout ça en même temps. Ben, c'est ça, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Puis je sais que cet épisode-là va inspirer beaucoup, beaucoup de gens. Probablement que tu vas être le coup de cœur de beaucoup de gens qui vont nous écouter comme tu as été le mien. Donc, à quel endroit on peut te suivre? Ben là, un jour, on va me suivre sur plus de choses parce que je vais être plus rigoureuse. Mais pour l'instant, on peut surtout me suivre sur Instagram à commercial Jen Sims, qui est mon safe space où je me livre en toute transparence et inspiration spontanée parce que j'ai aucune technique, malheureusement, pour ma publication. D'ailleurs, c'est un grand désespoir de l'équipe. Aussi random. Fait qu'on peut me suivre sur Instagram et à partir d'Instagram, on a accès à tous mes autres liens, que ce soit pour ma célibathérapie, pour les livres d'enfants qui sortent, pour les projets à venir, pour mes épisodes de radio, pour écouter 5 gars pour moi, parce que je n'ai pas dit, mais aussi on se rappelle que j'ai été à TV récemment, que j'ai participé comme candidate à 5 gars pour moi pour me sortir de ma zone de confort. Bref, Instagram, Jen Sims, tout se trouve à cet endroit-là. Oui, puis moi, je vais mettre le lien dans les notes du podcast pour qu'on puisse aller te suivre vraiment facilement. Oui. Donc, merci tellement, Geneviève. J'ai adoré notre discussion et peut-être qu'on aura une prochaine discussion encore parce qu'on a encore plein de choses à se dire, je pense. Avec grand plaisir. Puis tu peux m'écrire après l'épisode pour des petits trucs. Puis à la limite, si tu les appliques puis que tu les aimes, peut-être qu'on pourra en parler à tout le monde. Ben oui, pour vrai, on va s'en reparler, c'est certain. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut.